Ce week-end, l'excellent striker et vétéran UFC Edson Barboza, classé 11e chez les featherweight, regarde derrière lui avec l'invaincu flirtant avec le top 15 de la division, Liron Murphy. Un combat principal mis en avant potentiellement pour les fans de pied-point. On vous l'analyse tout de suite, juste après notre intro. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Merci à Unibet pour le soutien. Notre lien en description vous offre un free bet allant jusqu'à 100 € à l'inscription. Et inscrivez-vous uniquement si c'est dans l'optique de jouer avec une approche ludique. Brian, le public connaît très peu Liron Murphy. On va commencer par lui. 13 victoires, une égalité en professionnel. Il est donc invaincu. 5 victoires et cette égalité à l'UFC. 7 victoires par KO, 6 à la décision. Sur papier, on doit voir ça comme un solide striker. Est-ce que ton analyse de son profil, force et faiblesse, s'aligne avec ça? Oui, moi je pense qu'on peut le définir comme un solide striker, un bon striker, ouais, effectivement. Il peut utiliser un petit peu de lutte, mais je le trouve pas forcément très performant. Ouais. Mais elle vient un petit peu, de temps en temps casser le rythme ou lui permettre de prendre un petit peu de recul s'il a été un peu débordé à certains moments, tu vois. Ouais. Ouais, c'est comme ça que je le voyais. Bon, je sais que tu as probablement noté en premier que c'est un droitier, mais qui est capable aussi en gaucher. Ça lui arrive de switcher pour changer la dynamique ou parce qu'il a envie de tester ce que ça donne en garde ouverte. Moi, j'ai noté que c'était un gars qui avait un jeu très simple debout. Il est très analytique, il va beaucoup axer sur les feintes, il en envoie quand même pas mal. Bon, c'est des feintes vraiment pas engagées du tout, mais voilà, ça envoie des petites informations, ça permet de maintenir une distance, ça permet de rester à une distance assez safe. Il n'y a pas un très haut volume de jeu, mais c'est pas pour autant que ces combats sont inactifs pour autant. Et alors, les attaques sont très variées. Il a pas peur de combiner sur les deux niveaux en anglaise. Il envoie ses deux jambes sur les trois niveaux. Donc voilà, les techniques utilisées, son arsenal technique est très simple, mais il le varie vraiment énormément. Donc il y a un jeu assez complet debout. Ouais, moi c'est ce que j'ai noté aussi, droitier, gaucher, change de garde. Je trouve qu'il a des bons calf kicks quand même. Mm-hmm. Il a une bonne gestion de la distance aussi. Ouais. Je trouve qu'il a un bon cardio. Ça c'est vraiment un point, je pense un point fort. Bon cardio, gros mental. Donc il a quand même eu des combats qui étaient assez engagés avec des gars plutôt solides. Et effectivement, il n'est pas forcément dans le volume, mais il va prendre des moments. Donc sur des rounds assez serrés, il arrive quand même à tirer son épingle du jeu, parfois dans la dernière minute, parfois avec des coudes, avec des frappes un peu plus puissantes. Mais c'est intéressant, c'est intéressant. Moi, je trouve que c'est un bon prospect. Donc, il s'entraîne à Manchester Top Team, c'est ça, hein? C'est un Anglais, hein, on a oublié de le préciser. Oui, c'est un Anglais. Par contre, effectivement, son équipe... Manchester Top Team, ouais. Ah ben c'est ouais, ça se ressent. Ils sont connus pour être très techniques, très complets. Ça fait presque penser à l'équipe de Brad Pickett. Tu vois, c'est un peu la même approche du MMA, je trouve. Ouais. Bah écoute, avec un versant un petit peu plus de striking. Et sur la question des feintes, je suis assez d'accord. Je trouve qu'il envoie beaucoup d'informations et ces feintes sont intéressantes parce que c'est beaucoup de déplacements de tête, tourner les épaules d'un côté, de l'autre. Montrer la hanche. Voilà, montrer la hanche, changer de garde, venir placer une main devant. Voilà, c'est pas mal d'informations qui peuvent venir perturber et le jeu offensif de l'adversaire et puis bah forcément les réflexes défensifs, quoi. Et sur l'aspect lutte, parce qu'on a un peu touché dessus, t'as l'impression qu'il n'est pas spécialement proactif. Genre quand quelqu'un va lutter, il va accepter de lutter avec. De temps en temps, ça fonctionne pas très très bien pour lui. C'était contre Gabriel Santos. Il acceptait d'engager en lutte. Il essayait sa lutte offensive, ça s'est passé qu'une fois, alors que contre lui, c'est passé 5 fois. Au sol, il
il y a du bon, mais rien d'exceptionnel. Tu vois, par exemple, contre Kulibao, on le voit utiliser, ce que tu nous as appris dans notre vidéo sur Baki contre Doumbé, là, le double grapevine. Il l'utilise très bien pour aller chercher le Ouais. dos de Kulibao. Mhm. Donc, il y a des bons éléments techniques, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il lui manque quelque chose pour vraiment avoir un grappling décent à l'UFC. Tu vois, pour moi, je le vois comme dans la moyenne. Je le vois pas dans la moyenne basse, je le vois pas dans la moyenne haute. Il est capable de produire quelque chose de bien au sol, mais pas de l'exceptionnel parce que voilà, pour prendre Kulibao, limite tout le monde l'a amené au sol à l'UFC. Donc c'est pas voilà, c'est pas l'adversaire qui allait te donner beaucoup de d'adversité. C'est pas l'adversaire qui allait te donner beaucoup d'adversité. C'est une bonne façon de le dire. En grappling, donc moi quand j'ai regardé ce combat, j'étais là, il y a des choses intéressantes et tout. Et puis je suis allé un peu regarder Kulibao et je dis, bah au final c'est peut-être Kulibao qui a pas un excellent niveau et par conséquent c'est entre guillemets, évidemment je prends des pincettes, hein, on reste à l'UFC, facile d'aller dominer quelqu'un comme Kulibao au sol. Et effectivement après je suis allé regarder contre Gabriel Santos et là je me suis dit, c'est pas mauvais, mais c'est vraiment pas son fort. Je le vois pas dominer un adversaire grâce à sa lutte et son grappling à l'heure actuelle, sauf si c'est quelqu'un qui est vraiment dans la moyenne très basse de l'UFC. Oui, ouais, ouais. Bah écoute, moi je trouve que ça se voit beaucoup sur, enfin rapidement quand tu analyses un combattant, dès qu'il se retrouve par exemple à la cage, tu vas voir s'il a des schémas offensifs. Mhm. Donc lui c'est plutôt, il va pousser à la cage étant 50-50, un bras en dessous, un bras au-dessus, et puis partir sur un début de single leg haute. Mhm. Et si ça bloque avec un tibia dans ses hanches, il va repartir sur autre chose et puis avoir et puis il sait pas trop où aller quoi, tu vois. Mhm. Soit ça passe au premier, donc il va descendre dans les jambes et s'il y a un bras qui est passé un underhook, eh bien il va tenter quand même avec son bras qui est pris de mettre au sol et puis bah forcément ça fonctionne pas. Donc on sent que dans le chaining il y a un gros défaut dans l'enchaînement des techniques pour mettre au sol. Il y a un défaut et il y a une absence de stratégie, tu vois. Et donc, Ouais. bah, forcément, bah, à ce niveau-là, ça ne fonctionne pas, tu vois. Ouais. Ça ne Ouais, fonctionne pas. c'est une bonne manière de l'amener. On a l'impression que techniquement, il sait quoi faire dans chaque situation, mais il n'y a pas ce jeu d'échecs. Il y a pas, je pense, plusieurs coups à l'avance. Je fais ça, oh, ça bloque, ok, reset. J'essaye un autre truc et effectivement, contre des bons lutteurs défensifs, bah, ça va pas passer parce que, Ouais, mais même à contre moins d'avoir un excellent timing, tu vois, à moins d'avoir un excellent timing. oui, voilà, même contre des moyens lutteurs, bah, forcément, si tu as pas de stratégie pour mettre au sol, c'est très rapidement compliqué à l'UFC, tu vois. Mhm. Ouais. Mais après, voilà, je pense que c'est un combattant qui privilégie son striking, qui travaille là-dessus, qui veut se définir, je pense, comme un striker, et puis bah, qui a quand même un 11-0, hein, donc 13 même. 13-0. Oui, Ouais. excusez-moi. Excusez-moi. Qui a 13-0, tu vois. Donc c'est solide, hein. C'est Ouais, ça, il est invaincu, hein, je dis pas de bêtises. ouais, invaincu. Il a juste une 13-0. égalité dans ses débuts à l'UFC contre Zabaira Tukugov. En gros, là, c'était classique opposition striker-grappler. T'as Tukugov qui fait du bon taf dans le grappling. T'as Liron Murphy qui marque des bonnes frappes grâce à la percussion de ses frappes. Et je pense qu'il prend un 18. C'est lui qui prend le 18 parce qu'il prend un knockdown. Mais il y a des tentatives de soumission de son côté aussi. C'était un combat assez particulier. Ouais, ouais. Assez particulier. Donc voilà, attends, c'est quoi? Ouais, c'est ça. Ah non, ouais, c'est une split. Ah oui, ok. Pardon, c'est une split draw, ce qui est rare, ce qui signifie que tu as un juge qui lui donne la victoire 29-28, un autre juge qui donne le 29-28 à son adversaire, à Tukugov, et un juge qui voit 28-28, une égalité. Donc split draw, ouais. Donc très serré. Donc voilà, il est invaincu. Il est invaincu, oui. Une égalité, c'est pas une défaite. Ouais, et puis contre des bons lutteurs aussi. Il a affronté des bons lutteurs, il a affronté différents profils. Ouais. Et donc ça va être intéressant de parler de son adversaire. Hein. S'il veut se Ouais. définir comme un striker, s'il veut performer comme un striker, eh bien l'UFC nous fait plaisir à tout le monde et lui propose un des meilleurs strikers de la division, quoi. Ouais, mais c'est pour ça que je voulais... accessible. Ouais, accessible. Et c'est pour ça que je voulais parler un peu de sa lutte offensive et son grappling, parce que j'ai pas l'impression que ce soit une option dans ce combat. Alors on en parlera évidemment lors de la partie game plan, mais voilà, ici il affronte
Edson Barboza, striker MMA d'élite, qu'on connaît très bien évidemment. C'est son 30e combat à l'UFC. Il en a gagné 18 dans la promotion. Il a été très solide sur ses 2 derniers combats contre Carantillo et contre Youssouf. Ici, je voulais faire une petite digression parce qu'on en parle assez souvent sur Fight Minds, mais typiquement, Edson Barboza, c'est le genre de carrière qui est vraiment respectable. Tu vois, on parle souvent des supporters français, des fans français qui veulent absolument que tous leurs combattants soient champions à l'UFC. Mais Ouais. au final, si t'as des combattants français qui font une carrière comme Edson Barboza, c'est le genre de gars qui a flirté avec le top, qui a jamais eu son title shot, mais qui était de temps en temps pas très loin, ou qui a été plusieurs fois à une victoire du title shot, qui est toujours resté dans le top 10 lors de son prime, qui aujourd'hui est encore dans le top 15 alors qu'il est très âgé. Quel âge il a? Je vais aller regarder ça, je pense que je me demande, c'est la fin de la trentaine. 37. 38 même sur Tapologie. Ah ouais, 38. Non, attends. 21 janvier Ah ouais, 38, 1986. 38. Ouais. Il a la même date d'anniversaire que mon cousin. C'est une info qui sert strictement à rien, mais voilà. Mais voilà, moi je trouve que c'est une carrière respectable, quoi. Si t'as des Français qui tapent des carrières un peu comme Edson Barboza, à la fin de la carrière, tu dis bah voilà, c'est un nom à retenir qui fait partie du Hall of Fame français, tu vois. Ouais, bien sûr, hein. Et puis ses défaites, c'est pas, il peut pas rougir dessus, hein. Il a affronté le top depuis le début, des champions, des gars solides. Et non, oui, clairement, c'est au-delà de dire qu'il a une très très belle carrière, c'est aussi quelqu'un qui, pour moi, à la fin de sa carrière, aura réellement influencé le MMA, tu vois, sur cette période-là. Ouais. Il aura fait plaisir à beaucoup de pratiquants qui viennent, par exemple, du style un petit peu shoot et box, un petit peu box thai, qui aiment bien les gars avec une garde haute, type Muay Thai. Il nous a régalé, hein. Il a dans ses KO, ses coups de pied retournés, des choses qui vont rester pour des décennies, tu vois, dans les annales du MMA. Ouais, et puis c'est un des seuls combattants à l'UFC à avoir des finishes par high kick, middle kick et low kick. Ouais. Je pense qu'ils sont que 2 ou 3 à avoir ce statut. Il a gagné grâce à ses low kicks, enfin vraiment un TKO sur low kick. Il a gagné contre Donham avec un middle kick et il a gagné évidemment contre Terry Etim avec son spinning wheel kick qui est considéré comme un high kick. Donc voilà, il y en a très peu comme ça. Très peu. Non. Bon, comment tu le décrirais dans la cage sportivement? Pour moi, c'est comme tu l'as dit. Alors, c'est pas un striker d'élite parce qu'effectivement, je pense que en dehors de la cage, on l'a vu, hein, il a une défaite contre Giga Chikadze, qui est, enfin que moi je classifierais plutôt vraiment très très bon. Mais c'est un striker d'élite MMA, enfin un striker MMA d'élite, tu vois. Donc pour moi, c'est le top de ce qui se fait. Dans vraiment striking MMA, il fait partie de l'élite. Clairement. Ouais, c'est ça. Donc, ce que tu entends par là, pour qu'on soit clair, c'est qu'il pourrait pas performer à très haut niveau en Muay Thai ou en kickboxing. Par contre, en MMA, en tant que striker, il est au-dessus, largement au-dessus de la moyenne. Et forcément, hein, si vous travaillez qu'un style, ça va vous coûter un petit peu dans les autres dimensions. Donc, lui a vraiment privilégié le striking. Donc l'école brésilienne, tu vois, donc assez haut sur ses appuis, garde haute. Il a des low kicks qui sont monstrueux. Il a une boxe où il va beaucoup travailler au corps. Il y a vraiment un travail de sap qui est fait, assez long, tu vois, sur le long terme. Et puis voilà, il a malgré son âge, il a conservé une explosivité. Il a conservé de la vitesse, de la puissance qui ferait rougir beaucoup de jeunes combattants, tu vois. Ah, c'est clair. Moi, c'est la première ligne que j'avais notée, c'était rapide encore aujourd'hui. Ouais. Mais j'en reparlais, je sais plus si c'est avec toi, mais il y a la rapidité, la vitesse, l'explosivité, il y a moyen de pouvoir la conserver, entre guillemets, par de la technique, tu vois. Je vous donne juste un exemple tout simple, hein. Tu vois, sur le switch kick, tu vois. Mais on est obligé d'en parler parce que Joe Rogan n'arrête pas de vanter le switch middle de Edson Barboza comme étant l'un des plus rapides qu'on ait jamais vu en MMA. Donc voilà, ça vous imaginez, mais demain c'est les pieds, ok. Donc le switch middle,
je switch comme ça, j'ouvre directement mes hanches, et boum, la jambe part. Vous voyez à peu près le principe? C'est bon, Ok. Moi, oui. Ouais. Alors, là, on va dire qu'entre les deux pieds, il y a 50 cm d'écart. Quand tu as un défaut technique, quand tu vas sauter, tu vas ouvrir un petit peu trop tes pieds, tu vas être à 60 cm d'écart. Ce large écart va faire que ton poids va s'affaisser sur le sol et va te rendre beaucoup plus lent pour monter ta jambe. Okay. Ensuite, tu as le pied d'ouverture. Quand tu switches, le pied qui vient devant, eh bien, vient tourner pour ouvrir ta hanche. Okay. Ouais. Et donc là, ça va te permettre d'avoir de l'élasticité dans tes hanches pour lancer ta jambe plus rapidement. Et donc, pour que ta technique soit parfaite et garder de l'explosivité, il faut que tu gardes exactement le même écart, 50 cm, voire légèrement moins, que tu ouvres ta hanche et que ça parte directement, tu vois. Bien évidemment, il faut le driller. Mais ces tout petits détails qui paraissent rien, hein, mais des tout petits détails techniques, à ce niveau-là, eh bien, ça fait toute la différence. Donc, vous pouvez être rapide avec vos jambes, à des exercices type saut, machin. Si vous sautez et que vous ouvrez trop vos jambes et que vous n'ouvrez pas vos hanches, ben, votre kick sera pourri, quoi. Ouais, et puis t'as aussi ceux qui font le switch, tu vois, en sautant les deux pieds en même temps, pop, et puis ils écrasent leurs deux pieds avec tout le poids qui tombe vers le bas, alors que normalement en beau switch, c'est 1, 2, 3. Tu vois, c'est en 3 temps. Tu lèves le pied avant, t'as le pied arrière qui vient devant, et à ce moment-là, t'as un switch, et t'es très léger sur tes appuis, et t'as un momentum qui va vers l'avant également. Alors que si tu fais juste pop, un saut et tu switches à ce moment-là, bah, tu vas écraser ton poids sur les jambes et ça va être beaucoup plus difficile de rebondir avec vitesse. Ouais, si tu sautes trop, tu veux dire? Bah, si tu sautes les deux pieds en même temps, tu vois, si tu sautes les deux pieds en même temps, automatiquement, t'as aucun appui au sol, donc tout ton poids, ouais, effectivement, plus haut tu sautes, plus tu vas mettre du poids vers si tu switches en glissant, il n'y a pas de... T'as beaucoup moins de momentum vers l'avant. Parce que si tu switches en glissant... Il faut que tu m'expliques ça en vrai. Ouais. Parce que si tu switches en glissant, ton centre de gravité, reste au même point. Tu vois, il va pas vers l'avant. Alors que si tu switches en trois petits pas... En 3, je vois difficilement comment tu le fais en 3 temps. Ah, je te montrerai à l'occasion. Pour moi, le switch se fait en 1 temps. Mais en fait, c'est 3 temps, mais tellement rapproché que ça va, que t'as l'impression que ça va en 1. Mais si tu décortiques, je l'ai montré le week-end passé en plus à la petite que j'entraîne. Alors tu me montreras parce que je vois difficilement comment tu arrives à dissocier 1, 2, 3. Mais ok. Mais en tout cas, c'est plein de petits éléments techniques comme ça qui vont faire que un combattant, malgré l'âge, peut clairement, musculairement, il sera peut-être moins rapide sur piste à faire un sprint et tout, on est d'accord là-dessus. Mais le MMA, c'est ça qui est incroyable. Grâce aux techniques, grâce à un véritable apprentissage, à du drill et tout, à des toutes petites choses, hein, des tout petits détails vont te faire gagner en vitesse. Et ben, quand tu viens kicker, ben, tu vas avoir 20% de vitesse en plus qu'un plus jeune qui sur piste irait 5% ou 10% plus vite que toi. Ouais. Voilà sur la longue parenthèse, mais qui nous permet d'expliquer pourquoi malgré son âge, il reste encore très explosif, très rapide, parce que techniquement derrière, il est très solide. Ouais, et mais c'est bien de faire cette parenthèse parce que ça complémente un peu celle de la semaine passée où je pense que tu avais aussi parlé de ça avec sur Cédric Doumbé. Ouais, avec l'épaule. T'as la distance deception qui te permet aussi de paraître plus rapide parce que tu as moins de distance à courir. Et là, sur le switch aussi, tu peux gagner quelques centimètres vers l'avant au moment du switch. Tu maintiens l'écart, parce que tu disais, voilà, si tu as les deux pieds à 50 cm l'un de l'autre, mais qu'après ton switch, tu as à 60 cm, évidemment, tu vas avoir du poids qui va s'étaler. Mais si tu restes à 50 cm ou même que tu creuses à 40 cm, mais qu'en plus de ça, tu gagnes 5-10 cm vers ton adversaire, mais après, tu as moins de distance à parcourir. Et effectivement, tu as aussi une question d'angle. Si ton kick touche à 180 degrés ou il touche à 150 degrés, ben, il y a une amplitude moins importante. Tu gagnes 30 degrés, t'es encore en pleine accélération. Et ton kick parcourt moins de distance. Donc, il y a plein de petits trucs comme ça, c'est intéressant d'en discuter. Le MMA, c'est le détail. Moi, j'avais noté aussi tenace et bon cardio. On l'a vu contre Youssouf, hein, il se fait submerger dans le premier round et puis il augmente son volume de round en round sur 4, 5, 6, sur 2, 3, 4, 5. C'est assez impressionnant. Et alors, du côté moins, j'ai mis que ce soit contre des strikers ou contre des lutteurs, il n'aime pas trop la pression. Ça va mieux, mais il n'aime pas trop la pression quand même. Il reste dangereux sous pression, mais voilà, c'est là où il y a des ouvertures.
Moi, j'étais resté dans le positif, j'avais mis, il est meilleur quand il met la pression. Ce Ouais, qui sous-entend qu'il est moins beau quand il est mis sous pression, ouais. voilà. En négatif sur ce combat-là, j'ai mis que il restait quand même assez lisible. Et on est d'accord que l'expérience, c'est un gros point positif. Mais quand tu as 30 combats à l'UFC, tu as quand même beaucoup de contenu pour l'équipe adverse pour pouvoir prévoir un petit peu les patterns, voir un petit peu comment ils réagissent, ce qu'ils cherchent, ce qu'ils aiment et quels ont été les chemins pour la victoire avant. Et c'est vrai qu'il a quand même pas mal de défaites et pas que contre des lutteurs, hein. C'est ça le truc aussi, hein. Exactement, c'est ça le truc. Il a pas dans des oppositions striker contre striker, il a pas beaucoup de défaites, hein. Tu notais Giga Chikadze qui est la plus récente. Mhm. Il y avait Paul Felder, mais c'est sur une split. Dan Ige, split aussi, ouais. Ouais, mais Dan Ige, il avait, si je me rappelle bien, je suis pas allé revoir celui-là, mais si je me rappelle bien, il y avait quand même de la lutte qui avait été utilisée. Ah, même pas en fait. Ah non. C'est peut-être un combat intéressant à aller revoir ça contre Dan Ige. Bon, Justin Gaethje, voilà, la pression de nouveau et la dynamique dans les points. Et puis après, il faut remonter à Ferguson, c'est un combat n'importe comment. Donald Cerrone, il domine Donald Cerrone, hein. Il prend juste un jab en contre et puis il se fait soumettre. Mais debout, Donald Cerrone n'avait rien à proposer à Edson Barboza à part ce jab en contre, quoi. Mais en tout cas, pour moi, c'est un de ces points entre guillemets négatifs, c'est qu'il y a quand même beaucoup de patterns à étudier pour son adversaire et voilà, je pense qu'il a quand même des préférences et je pense que c'est un combattant qui est performant quand il met sous pression, mais qui est surtout performant quand l'autre rentre dans son jeu. Ouais. Et ça, c'est bien, on l'a vu sur son dernier combat. Le premier round est un enfer pour lui. Il perd 18 et même, je crois que le commentateur voyait un 17, tu vois. Moi, pour moi, c'est un 18, mais bon. Mais après, avec la fatigue, il rentre dans un combat vraiment à mi-distance, tu vois, type vraiment boxe taille. Et puis bah là, il déroule malgré avoir été violemment malmené au premier round, tu vois. Ouais, je suis d'accord. C'est important de pouvoir le souligner. Niveau game plan du côté de Liron Murphy, Liron, Chris. Qu'est-ce que tu recommanderais? C'est pas, j'ai trouvé ça aussi très complexe d'établir un game plan pour lui parce que comme tu l'as dit, si tu étudies les patterns de Barboza, je crois qu'il y a moyen de trouver des trucs intéressants. Maintenant, comme on l'a déjà dit sur nos podcasts, nous on fait quelque chose de macro, hein. On va pas prendre, on se prépare bien, hein. Dites pas ne nous faites pas dire ce qu'on n'a pas dit. On se prépare bien, mais on n'est pas non plus le coach de Murphy à pouvoir regarder les 30 combats de Edson Barboza 3 fois d'affilée. Donc, voilà, sur du macro, c'est assez complexe. Sur du macro, alors sur le truc général, moi je pense que clairement tu l'as dit, je pense qu'il doit chercher à mettre de la pression. Et je pense que Barboza est un combattant qui accepte facilement à être mis sous pression, qui accepte trop facilement, hélas, à être mis sous pression. Je pense qu'il doit faire ce que tu aimes bien dire là, tu sais, all the way in, all the way out, tu vois. Exactement. Je pense que Liron Murphy est capable de pouvoir sortir de la distance. Et même si sa lutte offensive n'est pas bonne, je pense pas qu'il y ait un intérêt à mettre au sol, mais je pense qu'il peut y avoir un intérêt à bloquer un peu à la cage et fatigué au clinch et frapper. Je crois clairement, moi je serais le coach de Liron Murphy, je lui dirais, mec, tes crochets sont très très lents, tu ne rentres pas à la bagarre en crochet avec Barboza. Et malgré qu'il soit explosif, Liron Murphy, je sais pas si vous avez vu ses combats, mais je trouve que il y a certaines phases de boxe anglaise où je le trouve lent. Ouais, même dans le premier round, hein. Round. Ouais. Et ça, c'est parce que des fois, il y a un peu de surengagement, il y a un manque de technique aussi. Par contre, il a des bons coudes et les sorties de clinch, je les trouvais pas trop mauvaises. Donc, c'est ses frappes en sortie de clinch. Donc voilà, et c'est calf kick peut-être, mais. Ouais, moi c'est un truc, il y a cette expression ne pas avoir peur de kicker avec un kicker. C'est d'ailleurs ce que Paul Felder avait fait contre Barboza. Et j'aime bien l'idée c'est pas parce que Edson Barboza a des excellents low kicks que tu dois avoir peur d'envoyer les tiens. Je pense que ça peut bien marcher pour lui. Et surtout si c'est toi qui mets la pression.
Tu vois, si c'est toi qui mets la pression, c'est plus facile de toi envoyer les kicks que pour Ouais. Barbosa. Moi, j'avais mis aussi gérer le rythme. Hein. Il faut pas un trop haut rythme au début. Pas faire la même erreur que Carantillo et que Youssouf de rentrer à fond dedans, même si ça a failli fonctionner pour Youssouf. Tu dois partir du principe qu'il est difficile à finaliser, très difficile à finaliser Edson Barbosa. Donc voilà, il faut pas se fatiguer sur un combat en 5 rounds. C'est la première fois qu'il va faire un combat en 5 rounds en plus, Liron. Donc moi j'avais mis frustré avec des feintes et sorties aussi. Essayer de faire en sorte que Barbosa frappe beaucoup dans le vide pour le frustrer, pour diminuer son volume et pour atteindre un volume comme le sien. Parce que par défaut, Barbosa a un plus haut volume de jeu que Liron Murphy. Et donc, Murphy. Allez, c'est quoi son prénom? Liron Murphy. Et maximiser le boxing range, mais comme tu as dit, pas spécialement en utilisant les crochets. Moi, c'était plus, tu rentres, tu envoies ton jab, tu sors, ou bien tu rentres avec ton jab pour aller chercher un clinch derrière, fatiguer au clinch, fatiguer les bras, faire en sorte qu'il n'y ait pas de... voilà, la vitesse, pour la garder sur 5 rounds, c'est compliqué. Je pense que si tu arrives à bien fatiguer Barbosa au clinch, à partir d'un moment, sa vitesse sera moins un atout, et c'est là où tu vas pouvoir plus imposer ton jeu qui est plus lent par défaut que celui de ton adversaire. Ouais. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense qu'après, on a parlé, hein, tu vois, moi j'ai noté qu'il y avait quand même des choses qui étaient assez lisibles du côté de Barbosa, notamment ses esquives de tête. Et on a vu Liron Murphy qui était capable d'envoyer son bras arrière et sa jambe arrière, tu vois, en décalé. Donc, il pourrait, par exemple, se passer en gaucher, envoyer sa droite, Barbosa qui va faire son slip sur l'intérieur et envoyer son kick derrière. Ce genre de choses peuvent fonctionner. Et s'il reste un peu en anglaise, donc le jab, ou alors rentrer le jab pour avoir ce décalage, et après le crochet avant, ou le coude, hein. Tu envoies ton jab, tu rentres avec ton coude. Ça peut être des choses intéressantes, tu vois, dans les combinaisons possibles. Et on est quand même sur deux adversaires qui ont des gardes hautes. Donc effectivement, d'un côté comme de l'autre, je pense que tout ce qui va être middle pourrait être intéressant. D'accord, mais justement, moi, du côté de Barbosa, j'avais mis viser le 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers sur les 3 niveaux. Il y a Dejan Drach qui avait quasi fait ça contre Liron Murphy et il avait quand même réussi à bien l'ennuyer debout. Donc je pense que Liron Murphy, il est si tu dois cibler ces 3 étages et de préférence avec essayer d'être sur 33% sur chaque étage. Je pense que ça va varier le jeu, varier les attaques, l'embêter sur le système défensif. Mon adversaire m'attaque, mais je sais pas à quel niveau. Je pense qu'il y a moyen de créer des ouvertures justement en variant bien ça. Et alors, ce que j'appelle un mur de distance. Chaque fois que Murphy veut rentrer au boxing range ou au clinch, faut qu'il y ait un contre, faut qu'il y ait une attaque qui vienne, un contre en jab, un front kick, un low kick, un switch middle à ce moment-là, même un genou si ça rentre trop. Quand il rentre au clinch, ouais. Mais en fait, quand tu vois, donc si on part du principe, il a mis KO comme ça son avant-dernier adversaire, Carantillo, avec c'est ça. Au corps, hein. Ouais, mais c'est ça. Je pense qu'on va. Moi, à la place de Barbosa, je partirais du principe que, comme tu l'as dit, Murphy voudrait faire all the way out ou all the way in. Et donc, à chaque fois qu'il veut rentrer dans une distance où ils peuvent se toucher, Barbosa doit être plus rapide. Il doit pas contrer les attaques, il doit contrer les déplacements. J'appelle ça un mur de distance. C'est chaque fois qu'il vient dans une distance où toi tu peux le toucher, tu le touches avant que lui te touche. Si tu vois ce que je veux dire, j'ai pas. Pourtant, il y a déjà eu pas mal de belles performances comme ça, mais j'ai pas l'exemple idéal par rapport à ça. Mais tu le sens très vite quand t'as quelqu'un qui est pas à l'aise sur une distance. Et je pense que Barbosa est capable de faire ça. Il a la vitesse pour se dire, ok, je sens qu'il a une distance où je peux le toucher. Boum, je le touche avec quelque chose. Il a des bons jabs en contre. Ses switch middle sont tellement rapides qu'il peut les utiliser en contre. C'est quelque chose que Morgan Charrière aimait bien utiliser au Cage Warriors. Les low kicks, face à quelqu'un qui rentre dans une distance, boum, sa jambe avant, elle est disponible. Et effectivement, si le gars il commence à se dire, à chaque fois que j'essaie de rentrer au boxing range, il me touche trop, je dois surengager pour aller au clinch. Là, t'as les genoux qui commencent à rentrer, les coudes en contre, etc., etc. Écoute, moi, je suis assez d'accord pour Barbosa. Je pense que il doit chercher à mettre de la pression. On est sur un synchrone, donc je pense qu'il a aussi un intérêt à se visualiser, à prendre le 3-4-5 sur un adversaire qui va un peu vouloir dérouler pas mal de choses au premier round peut-être. Donc il doit se préparer à construire son jeu. Donc j'aime bien, comme tu disais, le 30-30-30, mais peut-être avec un travail un peu plus long sur le comment dire ça, le corps.
sur le corps, sur les jambes, dans les premiers rounds, tout en faisant attention à pas se faire connecter, parce que c'est un peu son problème à Edson Barboza, c'est qu'il va boxer au corps et puis rester la tête disponible et se prendre des patates, quoi. Ouais. Donc ça, c'est un petit peu son défaut. Je pense qu'il doit travailler beaucoup sa capacité à renverser le clinch. Tu vois, s'il est mis à la cage, être capable de pouvoir se déplacer, pousser sur la tête, pousser sur l'épaule et reprendre le centre et pas s'enfuir. Dès qu'il a repris le centre, pouvoir commencer à boxer, il sera dans la distance qui lui convient, tu vois. Ouais, c'est donc pas faire de reset qui permettrait à Murphy de faire 1 ou 2 pas vers l'avant pour avoir de l'espace derrière lui. C'est vraiment remettre une distance de pied-point, mais rester à cette distance de pied-point pour engager derrière. Ouais, voilà. Et puis les kicks, et je pense qu'il doit. Alors ça, c'est une stratégie qui vient un petit peu de la boxe taille, mais j'ai vu que Leron, on va l'appeler comme ça, parce qu'il n'y a pas Leron Murphy va bloquer souvent les kicks avec ses bras, tu vois. Alors, ici, c'est son double bloc. Et pour un très très bon kicker, bah, tu y vas en fait, tu tapes dans les bras, tu vois. Ouais. C'est pas genre, t'as envoyé un middle, il a bloqué avec ses 2 bras et tu te dis, ah bah non, j'arrête. Non, tu tapes dedans, on a déjà vu des bras cassés, hein, ça a rien à voir la différence des os entre des tibias et des avant-bras, tu vois. Ouais, en plus, c'est quel combat que j'ai regardé hier avec Barboza? Il y en a un où, c'est contre Youssouf, je pense. Ils ont fait des tibias contre tibias provoqués par Barboza. J'ai dit, ok, il a pas peur de... Ah, ouais, hop. Un pouce. Ouais, tibia contre Imagine tibia, je peux, puis un jour, il c'est va y ça. avoir un tibia qui va casser là-dedans, là. Ouais, et je me dis, ouais, enfin, évidemment, le tibia de Barboza, il est bien conditionné, donc il doit pas avoir peur d'un avant-bras. Ah bah, Et il aura pas ça peur. n'a strictement rien à voir en plus, hein. Ouais. Tu tapes dans un avant-bras, t'en as rien à faire, quoi, tu vois. Un tibia, tu peux, tu vois, mais un avant-bras, c'est le bras qui pète avant, hein. Bien sûr. Et on va dire T'as donc ça y va les contrebalancé. pouces. Mais oui, donc Voilà, donc le conseil boxe- de Brian, c'est tibia contre tibia, non, et tibia contre avant-bras, oui. Mais enfin voilà, en boxe taille, je sais qu'il y a des stratégies des fois, s'il y a un combattant qui absorbe, qui bloque trop avec ses bras, eh ben ils y vont plein pot dans les bras. Et après, t'as le bras qui gonfle ou le bras qui est cassé ou tu peux plus l'utiliser parce que il a été abîmé. Donc ça aussi, hein, il peut peut-être exploiter ce genre de choses, tu vois. Ouais, et je pense que j'avais fait un séminaire avec Tariq Safidine qui lui visait le triceps avec ses kicks. Fatiguer le bras, tu vois, mais Ah bah stratégiquement, ça reste une très bonne idée, hein. ouais, tu vois, genre juste en dessous de l'épaule, là, vers l'arrière, sur un combat en 5 rounds, ça peut, ouais, Ouais. face à quelqu'un Non, qui faut boxe pas bien. négliger. On est toujours en train de chasser viser la tête, tu vois. Et puis, bah, à un moment donné, on progresse et on se dit, bah, maintenant, je vais viser le corps et les jambes. Mais il y a voilà, dans les bras, ouais, ça reste une bonne stratégie. Ça perturbe aussi parce que quand vous vous obstinez sur quelque chose, eh bien, des fois, l'adversaire, il se dit, mais attends, pourquoi il tape dans mes bras, lui? Il Bah a ouais, quelque parce chose que en c'est une tête, hauteur tu vois. bizarre, tu vois. Moi, j'étais vraiment là quand on faisait l'exercice. Je me dis, mais attends, j'ai pas l'habitude de recevoir des kicks, Ah ouais. genre à mi-distance, parce que normalement on vise plus le foie, donc c'est assez bas sur ton corps, soit la Ouais. tête. Et tu vois, qu'on vienne en dessous de ton épaule, là, tu fais, mais comment je défends ça? T'es presque obligé de fort écarter ton bras. Et donc, Ouais. si le gars, il s'est envoyé à la Tony Ferguson ou à la Anthony Pettis un kick cross, tu vois, ils envoient le kick ou à la Lyoto Machida. Et pendant la rétraction du kick, il y a un direct qui vient, ben, t'es ouvert, tu vois. Ouais, bien sûr, Donc, bien sûr. ça peut ouvrir des chouettes combinaisons derrière. Mm. Alors, Unibet nous donne le vétéran en underdog à 2.20, Murphy favori à 1.61. On tend donc vers le 60-40 à l'avantage de l'anglais. Ah, moi, je pensais que ça faisait plutôt 55-45, moi. Bah, Non. c'est entre les deux en fait, mais on tend un tout petit peu vers le 60-40. Parce qu'en fait, tu vois, donc c'est peut-être un bon moment pour Expliquer. voilà. En fait, les cotes, l'addition ne donne pas 100%. En Ouais, je général, sais tu arrives bien. à 108%, comme ça, voilà, les oddmakers, Et donc, ils prennent quelque chose. j'ai enlevé les pourcentages de chaque, tu vois. Et donc, si tu fais 2,20, tu es à 45,5%. Et si tu fais, c'est quoi, 1,61, donc tu es à 45,5 contre 62,1. Donc, tu es à plus 7. Donc, tu dois faire moins 3,5 de chaque côté. Donc, tu es à 45,5 moins 3,5, tu es à 42. Ouais. Donc, tu es sur un 42,58.
Ah Donc ouais, donc ça 60-40. tend, Ouais, ça tend vers voilà, le ça tend 60. vers le 60-40, quoi, de justesse. On est entre les deux, mais c'est un tout petit peu plus vers le 60-40. Bref, Écoute, du gros détail là, mais est-ce que ça te non, c'est semble important. justifié, toi? Écoute, moi, avant de regarder les combats, j'étais sur un 50-50. Je me suis dit que quand même sur ce genre de combat, un petit peu comme il y a un mec là sur Twitter qui disait comme ça que sur certains combats très serrés, il commençait à regarder celui qui avait le plus d'expérience, à mettre son quand il était sur du 50-50, il disait je préfère mettre ma pièce sur le gars qui a plus d'expérience. Et Mhm. c'est vrai qu'avec Edson Barboza, bah, ça s'est vu hein, sur ses Bah oui, victoires ouais, ou sur ses 2 dernières victoires. Alors bon, Brice Mitchell, c'est vraiment le match-up, le style de combat qui fait que, tu ouais. vois. Donc on est vraiment sur un grappleur et c'est le gros point faible d'Edson Barboza. Sur Chikadze, bon bah expérience c'était similaire, mais sur Billy Carantilo, Sodiq Youssouf, je pense qu'il était underdog, non? C'est possible? Ouais, parce que Ouais, il moi était underdog. j'avais misé sur lui sur ces deux combats et Ouais. moi Barboza en underdog j'aime bien. Je fais un petit Ah. spoiler là, mais moi j'aime bien. Et en observant le combat, moi j'étais plus sur un 55-45 de l'autre côté pour Barboza. Moi je donnerais Barboza léger favori dans ce combat. Ah oui. Ouais. Et donc moi quand même après analyse, j'étais plutôt sur un 60-40, tu vois. Pour Euh, Murphy. je je pouvais ouais, je vois Murphy. J'en sais rien en fait. J'en sais rien. Ouais. Je pourrais le voir légèrement favori, Mhm. mais mais je me méfierais, tu vois. Ouais, mais moi c'est ça le truc, c'est que tu vois, on l'a dit, hein, il y a les strikers qui ont battu Barboza, soit c'était sur le fil, soit c'est parce que c'est Giga Chikadze. On va pas comparer le pied-point de Murphy Mm. avec celui de Chikadze. Est-ce que Youssouf est moins fort que Murphy? J'en suis pas sûr, tu vois. Euh, j'ai l'impression que ouais, j'ai l'impression qu'on on sous-estime de nouveau Barboza et ce qu'il est capable de faire. Je me demande si c'est pas un peu à cause du narratif aussi. Ouais, il commence à se faire vieux, il sort d'une guerre, blablabli, blablabla. Moi, j'ai pronostiqué Barboza et donc je vais mettre mes unités sur lui aussi. Bah écoute, moi je En te. underdog comme ça, Mm. je mettrai des unités sur lui. Et quand je dis des unités, c'est plus que un. Je mettrai plus Ah qu'une unité ouais. sur lui. Ouais, ouais. Je pense que ça vaut la peine. À 2,20, ça vaut la peine. J'ai pas monté à 5, hein, mais j'ai peut-être Mm. mettre 2, 2,5. Si je suis très chaud, 3, il faut que je revoie encore quelques combats. Mais ouais, moi, mon prono, c'est Barboza. Il y a un autre point qu'on a oublié de parler, hein, c'est la longe. Barboza qui a l'avantage de la longe, de la taille et de la longe, hein. En plus! On- Ouais, alors c'est bon, 5 unités. Non, j'ai quand même. C'était Mais pour te justement, tu vois, contrarier. dans ce mur de distance, je Ouais. pense que ça peut bien lui servir. Dans l'utilisation du jab, ce genre de choses. Mm. Écoute, moi je pense quand même que je peux comprendre que Murphy soit favori. Je trouve qu'il est trop favori. Je le voyais pas autant favori, tu vois. Mm. Comme je te dis, je voyais plutôt un 50-50 avec, oui, que ça pouvait partir légèrement sur Murphy. Mm. Mais je vois quand même beaucoup de chemin pour la victoire chez Barboza. Je trouve qu'il a beaucoup plus d'armes. Ouais. Et puis, il y a il a descendu de KT, hein, Barboza, hein. Ouais, ouais, c'était un lightweight avant. Maintenant, il est featherweight depuis quand même pas mal de combats. Euh, Je voulais juste vérifier. Ouais, depuis pas Depuis. mal de combats. Ouais. Et je pense que ça lui permet aussi de garder encore un peu en vitesse et en explosivité, tu vois, d'être descendu. Je sais pas si vous avez vu son physique, il est vraiment, vraiment sec, donc il y a une grosse prépa derrière. En fait, moi, je le vois capable de faire un peu ce qu'il a fait à Shane Burgos, tu vois. C'est Mm, pour ça que je mm. le mets léger. Enfin, ouais, ouais, j'étais vraiment surpris. Franchement, j'étais surpris parce que j'ai d'abord fait l'analyse. Je m'attendais à voir Barboza léger favori. Un peu sur la continuité ok, bon, on a tiré notre leçon de Carantillo et de Youssouf, où on l'avait mis underdog. Maintenant, Murphy, c'est pas un profil complètement différent de ces deux-là. On va un peu respecter Barboza et non, on le fout de nouveau en underdog. Donc, ouais, moi, je me positionne dessus. Ça m'intéresse. Ouais, bah, je pense que moi, en termes de pari, je me positionnerai dessus. Hmm. Pas plus d'unité, je pense. Je pense que ça va. Moi, ce qui m'inquiète, hein, pour être honnête, enfin, ce qui m'inquiète, non, hein, mais ce qui m'interroge, c'est
la prépa, le game plan de Leron Murphy, et je trouve que l'école anglaise, ils sont quand même très carrés, tu vois, ils sont très bien préparés. Ils viennent pour la victoire. Ils viennent rarement avec de l'ego aussi. C'est vrai. C'est extrêmement rare de voir des combattants anglais vouloir boxer pour boxer. On a déjà vu, enfin, tu vois, sur Jake Hadley, Bon, ouais, ça c'est vrai. voilà, le contre-exemple. Il s'entraîne où, Jake Hadley? Mais, Ah, mais il s'entraîne chez Renegade en plus, non? Si je dis pas de bêtises. Chez, allez, Leon Edwards. j'ai pas regardé son combat, tu vois, mais même j'allais dire, même Ah non, régional, Fearless MMA. Non, autant pour moi, c'est une équipe que je connais pas bien. Vas-y, même au régional. même au régional, les Anglais vont choisir des chemins où ils sont sûrs pour la victoire, tu vois. Là, je pense que concernant Jake Hadley, c'est plutôt le côté, il est sur une ou deux défaites. Il était sur combien de défaites à l'UFC? Attends, parce que là, je suis en train de regarder, j'ai fait, attends, il s'entraîne chez Vaughan Lee, ce nom me dit quelque chose. C'est vrai que c'est un ancien de l'UFC que t'aurais pu combattre, hein. On Ah t'avait oui, je me proposé, je sais rappelle, plus quand, là. c'est Ouais, vrai. c'est sa deuxième défaite d'affilée, et c'est sa troisième défaite à Contre l'UFC. Vaughn, c'est ça? Vaughn Lee, ouais. Vaughan Lee, ouais. Mais donc moi, je pense qu'il va arriver bien préparé. C'est pour ça que j'ai du mal à le voir underdog, tu vois. Mhm. Mais oui, moi, je pronostiquerais quand même Barboza, hein. Ah ben voilà, ok, on est aligné Mm, dessus. mm, Parfait, on termine ce podcast sur... Décision, par contre. Ouais, moi aussi, j'ai du mal à voir un... Enfin, les deux sont capables de finir l'autre, hein, mais si je veux prendre le chemin le plus safe vers un prono, c'est la décision. Mm, Qu'on se mm. positionne d'un côté ou de l'autre, c'est le chemin le plus sûr. Parfait, Brian, merci. Tous ceux qui sont encore connectés et qui sont pas abonnés, abonnez-vous. À très bientôt. Ciao, ciao. Ciao tout le monde.